Afrique Média, le monde. De retour donc sur ce plateau pour faire rapidement le point autour de cette journée assez mémorable. En tout cas, le président Vladimir Poutine qui a convoqué l'histoire avec notamment des cas de trahison remarqués au sein de l'armée russe. C'était donc lors de la Première Guerre mondiale en 1917, des faits qu'il faudra plus jamais revoir au sein de son armée. On fait rapidement le point autour de ce fait d'actualité. Christelle Néant, on l'a dit, vous êtes journaliste d'investigation et fondatrice du Donbass Insider. Vous faites d'ailleurs un véritable monitoring autour de ce fait d'actualité depuis quelques heures, depuis plusieurs heures, j'ai envie de le dire comme cela. Alors Christelle, est-ce qu'on peut véritablement du point de vue pédagogique permettre à nos téléspectateurs aujourd'hui de pouvoir comprendre ce qui a davantage poussé la grogne au sein du groupe paramilitaire russe avec notamment cette marche dite de la justice initiée par Evgeny Prigojine. Qu'est-ce qu'on doit davantage en savoir autour de ce fait d'actualité? Donc, il faut se rappeler que Evgeny Prigojine s'était plaint à plusieurs reprises lors de la bataille de Bakhmout, Artyomovsk, de manquer d'obus. Donc il s'était plaint régulièrement que l'armée russe ne lui donnait pas assez d'obus pour mener les offensives de manière les plus sécurisées possible pour ses hommes. Donc il avait reproché entre autres à Sergei Shoigu la mort d'un certain nombre de ses hommes faute d'obus. Donc ça avait été un premier gros accroc entre l'armée russe et Wagner. Il y a aussi le fait que on va dire dans la communication officielle, tout le monde parle à chaque fois de soldats russes, en occultant totalement que c'était en réalité Wagner, et Wagner seul qui menait les opérations au sol. Or, ils avaient déjà été occultés lors des opérations en Syrie, donc ça a commencé aussi à peser quand même sur leur morale, de se dire qu'à chaque fois, entre guillemets, ils faisaient tout le travail le plus difficile et le plus dangereux, mais qu'ils n'en recevaient pas les lauriers. Et enfin, ce qui a fini de mettre, de mon point de vue, le feu aux poudres, ça a été donc l'exigence du ministère russe de la Défense de faire signer un contrat à toutes les unités de volontaires ou de sociétés militaires privées comme Wagner qui opèrent dans la zone de l'opération militaire spéciale. Entre autres, les unités Akhmat de Ramzan Kadyrov ont été les premières à signer, suivies par tous les autres groupes de volontaires, et la seule unité qui a refusé de le faire, ça a été Wagner. Et là, on arrivait en fait tout doucement à la date butoir à laquelle ça devait être fait. Et plus on approchait de ça, et plus Prigojine était extrêmement virulent, entre autres envers le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, mais aussi envers Monsieur Gerasimov. Donc je pense que c'est en fait ce dernier point en fait qui a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, je reste avec vous un temps soit peu, Christelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le manque de reconnaissance de la part. Est-ce que c'est tant une question de reconnaissance ou alors une question de stratégie militaire qui agace davantage Evgeny Prigojine parce qu'à un moment donné, il comprend, comme disait, ne pas comprendre véritablement la stratégie militaire mise en place par l'état-major russe, notamment sur la gestion du cas, et effectivement, vous l'avez dit, du cas du Donbass. Est-ce que c'est tant une question de reconnaissance ou alors de stratégie militaire qui visiblement diviserait aujourd'hui? Il a vivement critiqué la stratégie qui a été appliquée par l'état-major russe. Entre le ministère de la Défense, en la personne de son ministre, donc Sergei Shoigu, et du chef d'état-major, et Prigojine. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails à savoir s'il avait raison ou s'il avait tort. Si ils avaient raison ou ils ont tort, je pense que, comme toujours, la vérité est entre les deux. Et ce n'est pas un sujet d'ailleurs que j'aborderai même d'un point de vue public, puisque ça concerne uniquement les forces armées russes, et je n'ai pas à m'en mêler. Je pense que nous n'avons pas à nous en mêler d'ailleurs. Mais pour autant, comme ça a été expliqué, il y a eu différents éléments, mais si on se concentre essentiellement à la partie des combats actuels donc dans l'ancienne Ukraine,
dans le Donbass, nous avons cette bataille d'Artemievsk, Bakhmout selon le langage ukrainien et international, et vous avez qui a fait que il y a eu une sorte de quiproquo entre le fait qu'il était chargé d'une mission, que celle-ci était terminée, qu'il fallait qu'il parte alors qu'il était à 2 doigts de prendre la ville, et donc il a fait sa première, on va dire, interpellation publique du fait qu'il n'avait pas les munitions qu'il fallait pour terminer le travail. Et là-dessus, je pense qu'il avait raison, en ce sens que entre une décision bureaucratique et puis quelques rues pour prendre une ville, évidemment, la chose pouvait être irritante. Mais pour autant, il y a aussi, il faut le dire très clairement, il y a une lutte d'influence dans certains cercles du pouvoir, et en particulier en ce qui concerne aujourd'hui certaines forces militaires, et Wagner en particulier. Et suite à cela, l'obligation faite par le ministère de la Défense, mais qui n'est pas le seul en réalité, puisque beaucoup de parlementaires étaient pour une réglementation du seul fait qu'officiellement en Russie, les groupes militaires privés sont interdits, et pourtant ils existent quand même. Donc il fallait quand même réguler la situation. Mais pour autant, c'était une façon certainement pour le ministère de la Défense de mettre au pas, pas Wagner, mais mettre au pas en fait Prigozhin, qui était gênant par rapport à certainement des problèmes d'orgueil ou d'ego entre certaines personnes. Pour autant, je rappellerai que Vladimir Poutine, il y a quelques jours, avait indiqué, lorsqu'il a rencontré des correspondants militaires, donc des journalistes sur le front, il avait bien conscience qu'il y avait énormément aujourd'hui de volontaires, de combattants qui avaient mérité, de par leur courage et aussi de par leur expérience, de monter en grade, non pas pour avoir une jolie médaille, une décoration, mais pour être efficace et augmenter bien évidemment l'efficacité des combats, et qui le méritaient amplement face aux officiers, aux généraux de parquet. Ça sous-entendait la bureaucratie du ministère de la Défense. Donc la chose est bien plus complexe que cela. Pour autant, Prigozhin était en train pratiquement de se faire dégager en réalité. On allait lui laisser simplement, certainement, dégager du terrain russe et le faire revenir à son terrain qui a toujours été celui d'être les premières forces militaires un peu en avant-poste avant l'entrée de l'armée russe sur des terrains avec des accords avec des gouvernements. Et on voit bien ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en République centrafricaine. Ce sont les éléments de Wagner qui ont été là en premier temps avant que l'armée russe arrive. Et ça, Prigozhin, semble-t-il, ne l'a pas accepté, avec raison ou tort, peu importe, c'est pas nous d'en juger aujourd'hui. Et ça a abouti aujourd'hui effectivement à ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire ça marche sur Rostov-sur-le-Don, la prise en main, on va dire, de l'état-major du groupe Sud, mais qui en fait s'occupe de tout les opérations militaires donc dans le Donbass et dans l'ancienne Ukraine. Et il commençait à monter vers le nord, donc vers Moscou. Beaucoup de gens se posaient la question pourquoi il n'était pas arrêté. Alors il y a plein de théories, mais simplement parce que l'Interland, c'est-à-dire l'intérieur des terres, ne comporte pas de groupes militaires du seul fait qu'ils sont essentiellement sur le front et autour de Moscou. Donc c'est pour ça qu'il a pu monter autant que cela. Aujourd'hui, on est dans la situation où, par l'intermédiaire de Loukachenko, président du Bélarus, un accord a été, semble-t-il, trouvé. On n'a pas plus d'informations sur ça, mais à l'heure actuelle, sur Rostov, les militaires de Wagner sont en train de quitter le centre-ville, sont en train de charger le matériel et quittent le centre-ville. Et on peut s'en féliciter, puisqu'il y avait les groupes de Akhmad, donc de la garde nationale, de la garde russe, qui étaient à ses portes et qui allaient certainement prendre d'assaut la ville, souvent le centre-ville pris par Wagner, donc ça éviterait une effusion de sang. Maintenant, quelle va être la suite? Est-ce que tous les soldats vont retourner à leur poste? Je le crois. Mais que va-t-il devenir de Prigozhin en lui-même? Parce qu'il a franchi quand même le Rubicon. Et ce n'est pas le ministre Shoigu, en fait, aujourd'hui, avec son acte, qu'il voulait simplement défaire. C'est quand même l'image qu'il a portée au pouvoir, en plus dans un état de guerre contre les forces de l'OTAN. C'est impardonnable, quoi qu'on puisse dire et quoi qu'on puisse avoir raison ou tort, d'ailleurs, peu importe. On le voit d'ailleurs, puisque un patriote sincère et plus que sincère qui s'appelle Monsieur Rogozin et qui pourtant n'est pas
ne fait pas les économies de sa critique, justement, et beaucoup se rejoignent celles de Prigozhin sur une certaine bureaucratie militaire, mais pour autant, il indiquait qu'il fallait de temps en temps, et surtout en temps de guerre, ravaler son orgueil et aller au front, puisque c'était là qu'il fallait dépenser son énergie. Et je le signe et je le re-signe, puisque c'était une décision sage et plein de bon sens. Maintenant, je rappelle quand même pour terminer, puisqu'il faut parler la vérité, qu'il y a eu 12 pilotes qui sont morts de par les actions du groupe Wagner lorsqu'il, avec sa colonne, il montait vers Moscou. Est-ce que ces 12 pilotes vont passer à la trappe? Est-ce qu'on ne va pas s'en souvenir alors qu'il a en plus, ils ont tiré sur des hélicoptères et même sur des avions qui n'avaient aucun moyen de défense et aucune arme. Donc, tout n'est pas encore terminé, mais l'essentiel, pour conclure, l'essentiel c'est que l'effusion de sang ne va pas jusque-là, que les choses sont stoppées, que les militaires de Wagner vont retourner où ils doivent retourner, c'est-à-dire sur le front. Et par contre, la suite, évidemment, on n'a pas encore tous les éléments sur quel va être le sort de Prigozhin, quel va être le sort de Shoigu et du chef d'état-major, puisque s'il y a un souci, ce n'est pas quand il y a un problème, il n'y a pas simplement une seule source, il y en a plusieurs. Et évidemment, la bureaucratie militaire en est une, et tout le monde qui connaît un peu, tant soit peu, les éléments sur le front comprend qu'il y a une forme de bureaucratie qu'il va falloir casser. Ça change avec certains généraux, mais ce n'est pas encore parfait. Ça, c'est que de la spéculation, nous n'en avons aucune. Mais ce soir, ce que nous craignons, c'est-à-dire le début d'affrontements militaires entre forces russes, est dépassé, c'est stoppé. Et c'est ce qui est essentiel, donc c'est la seule chose que nous pouvons, on va dire, se féliciter. La suite, nous aurons le temps, je pense, d'en rediscuter. Fabrice, puisque vous êtes effectivement à Moscou, pour avoir certaines précisions, vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure la ville de Rostov, qui est quand même assez particulière parce qu'elle abrite le quartier général du commandement sur d'opérations militaires spéciales de la Russie du côté de l'Ukraine, et c'est d'ailleurs à ce niveau que c'est dirigé effectivement les hommes du groupe paramilitaire Wagner. Est-ce que finalement ils n'y sont plus? Et l'autre volet de la préoccupation, Fabrice, si vous en avez convenance, alors il y a donc des incompréhensions entre Evgeny Prigozhin, mais surtout Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, tout comme le chef d'état-major. Alors, je voudrais connaître précisément la stratégie militaire, elle vient de qui? Je suis pas un stratège militaire en ce sens que je suis pas sur le terrain et je ne me permettrai pas de porter un jugement, on va dire, moral. Mais m'intéressant à ces situations et en particulier au Donbass depuis le début, depuis 2014, je peux quand même vous indiquer qu'il y a une certaine forme de logique. Il y a eu la première phase qui a été le coup de poker que la Russie a mené et qui a été perturbé par l'intervention de l'impérialisme anglo-saxon qui effectivement ne voulait pas d'une résolution pacifique, comme d'ailleurs le Maïdan en 2014, il y avait des accords, mais ils ne voulaient pas des accords, ils voulaient évidemment une guerre civile, et ils l'ont eu, et là, ils ne veulent pas, ils ne voulaient pas d'accord en février, mars, avril 2022, ils voulaient un conflit qui dure. Donc, et la deuxième phase de la Russie, c'était effectivement se mettre en position de défense, et à ce moment-là, de détruire le matériel et de détruire le personnel. D'un point de vue stratégique, c'est quelque chose qui est compréhensible et qui démontre son efficacité vu les pertes ukrainiennes. Maintenant, la critique qui est menée et qui est peut-être justifiée, mais là, je suis vraiment dans le conditionnel puisque je suis pas dans le détail, je suis pas sur le terrain dans les tranchées, c'est que effectivement, des fois, il y a des ordres un peu absurdes qui leur sont certainement donnés ou un manque de souplesse. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent, mais lorsqu'on a vu la dite contre-offensive ukrainienne sur le front de Zaporozhye, sur le front sud, les informations d'experts même russes et d'experts militaires, j'entends bien, pas des commentateurs de plateau, comme nous pouvons l'être des fois sur des sujets que nous ne maîtrisons pas à fond, indiquaient quand même qu'il y avait une souplesse sur le front de la défense, et ça on le doit certainement au général qui s'en occupe et qui a appelé d'ailleurs Wagner au petit matin d'éviter l'effusion de sang et de se rendre, et le devoir d'un soldat étant d'obéir au commandement général. Maintenant, trier le faux du vrai,
Prigozhin était très populaire parce qu'il indiquait certaines choses qui étaient vraies sur le front, ces officiers de parquet, comme les appelait Poutine. Mais je rappellerai quand même que lorsqu'on est en guerre, s'il y a des choses à reprocher, on le fait comme a pu le faire Ramzan Kadyrov, à savoir qu'il lui-même a aussi apporté des critiques, mais il les a portées d'une manière silencieuse et auprès des autorités compétentes, et il a forcé, et il a généralement réussi à avoir gain de cause. Ce qui veut dire que lorsqu'on résout certaines questions, même peut-être avec force, mais d'une manière officieuse ou tout du moins pas publique, on peut obtenir satisfaction. Pour autant, faut-il peut-être ne pas avoir des ambitions personnelles un peu plus grandes que ses épaules. Peut-être que c'est une question que Prigozhin n'a pas assez réfléchi. Maintenant, je pense que tout le monde attend, autant dans le Donbass, autant dans les nouveaux territoires, autant en Russie, tout le monde attend évidemment le moment où la Russie considérera qu'elle a détruit assez de forces ukrainiennes et qu'elle a les capacités de pouvoir passer à l'offensive afin de régler essentiellement les problèmes, c'est-à-dire de libérer, pour moi, et là c'était un avis tout à fait personnel, de libérer le reste des territoires de la Novorossia occupés, c'est-à-dire le territoire de Kharkov et jusqu'à Odessa, à minima. Nous l'attendons tous, mais sommes-nous, on va dire, ayons-nous toutes les informations pour en juger le moment opportun? Je pense que c'est certainement l'état-major, et en particulier le commandant suprême, à savoir dans le cas précis le président de la Fédération Russie, qui en a, on va dire, toutes les cartes en main. Et lorsqu'on est un soldat, ça obéit, ça peut grogner, mais ça obéit, ça ne tire pas sur les siens, et même vis-à-vis de personnes qui pourraient peut-être effectivement le mériter. Mais lorsqu'on a en face l'armée de l'OTAN, les armées de l'OTAN, peut-être faut-il effectivement savoir mordre, on va dire, ses ambitions ou ses critiques, aussi valides qu'elles puissent être. Moi, personnellement, et pour conclure à votre question, je vois qu'actuellement, Artemiovsk a parfaitement joué son rôle, et Wagner a parfaitement joué son rôle en le payant au prix fort. En ce sens, c'est pourquoi je ne leur jette pas la pierre, j'essaie de comprendre, mais comprendre, ce n'est pas accepter non plus certains comportements. La suite sur le front de l'utilisation des forces ukrainiennes porte ses fruits. Après, maintenant, nous aimerions tous, et beaucoup de gens aimeraient bien tous, que la Russie montre ses muscles et en quelques mois règle le problème, voire en quelques semaines. Sauf que la Russie fait attention à la vie de ses hommes, fait attention aux civils dans les territoires qu'il va et qu'il veut libérer, du seul fait que la Russie ne fait pas la guerre à un peuple, ne fait pas la guerre aux civils, il fait la guerre à un régime et il fait la guerre à une armée. Voilà toute la différence, et je pense qu'il faut savoir regarder son calme, et non pas s'emporter. C'est ce que j'essaye de faire sur le canal Russosphère que j'ai fondé, c'est essayer de donner des informations pratiques, donner des informations qui sont pas diffusées ailleurs, mais surtout tenir un langage de vérité, même vis-à-vis des gens qui soutiennent la Russie. C'est pourquoi, quand je vous ai indiqué dans ma première intervention que certainement les problèmes de personnes et les problèmes d'ego sont présents, il faut pas les nier, mais je rajouterais vraiment, je vais vraiment conclure, c'est que vous avez une différence, c'est qu'en Russie, sur Telegram, même dans les chaînes de télévision, vous avez des débats et vous avez des gens qui critiquent justement l'armée, qui critiquent justement Shoigu, qui critiquent d'autres, qui critiquent Prigozhin. Donc vous avez quand même un débat, ce qui n'existe pas dans la junte de Kiev, du seul fait qu'il n'y a pas de médias libres et qu'il n'y a pas d'autres paroles que celles autorisées par la junte. Donc il y a une grande différence. Et l'autre grande différence, c'est quand vous avez des soldats russes qui se révoltent, ils se révoltent non pas pour ne pas aller au combat, ils se révoltent parce qu'ils veulent aller encore plus vite et plus dur au combat. C'est toute la différence. Et les gens qui fantasment sur Poutine, l'élimination de Poutine, ne comprennent pas que Poutine a un rôle central, c'est un centriste au niveau politique en Russie, et que s'il serait démis, il serait démis par quelqu'un qui serait plus radical et qui, en Ukraine et contre les forces de l'OTAN, emploierait des moyens un peu plus destructeurs, et je ne pense pas que ce serait dans leur intérêt. Donc, encore une fois, on voit que l'Occident est totalement déconnecté de la réalité, mais en tout cas en Russie, et en particulier sur
sur les combats. Je pense que c'est la bonne tactique qui a été employée jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que celle-ci doit s'arrêter ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas à l'état-major et je ne suis pas auprès du front. Je n'ai pas à donner mon opinion puisque je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir juger. Bauer, je rappelle, pardon, vous êtes correspondant international Afrique Média pour Moscou. Alors, ce qui nous permet donc d'introduire nos analystes Gamal Abina, mais surtout Luc Michel, pour essayer de voir plus clair autour de ce fait d'actualité. Maintenant que nous savons un peu plus autour donc de cette marche dite de la justice initiée il y a quelques heures par Evgeny Prigojine. Gamal Abina, je me retourne rapidement vers vous. Et tout à l'heure, on a suivi Adrien Bouquet qui semblait véritablement nous évoquer une mise en scène entre Evgeny Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire, et les autorités, du moins avec le président russe Vladimir Poutine. Pourtant, dans son allocution d'urgence prononcée ce samedi devant la télévision nationale, le président Poutine a d'ailleurs dit qu'il y aura, du moins les responsabilités des uns et des autres autour de cette mutinerie seront établies et que les traîtres, du moins, répondront de leurs actes. Est-ce que, dans le fond, Gamal Abina, il va pas se poser un problème autour de la gestion du cas Evgeny Prigojine? Bonsoir déjà pour commencer. Je suis désolé parce que les conditions sont pas optimum vu que je suis à l'extérieur et que c'est pas prévu. Donc oui, vous posez la question sur Prigojine. D'abord, il faut rappeler plusieurs éléments. Premier élément, parce qu'il faut revenir un petit peu sur un peu de calme. Et la mise en scène, moi, je pense qu'elle existe réellement. Je pense que les Russes sont très très forts. C'est pas la première fois qu'ils font ça, qu'ils ont fumé littéralement leur adversaire. On se rappelle de Bakhmout. Prigojine expliquait qu'il allait laisser tomber, que ces hommes mouraient par centaines, qu'ils n'avaient pas assez d'armement, et puis quelques jours après, la ville tombe. Donc c'est quelque chose qui est une stratégie russe très bien pensée, parce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux des gens qui s'auto-intoxiquent. Je parle des Occidentaux. Ça fait des semaines qu'on nous parle, des mois qu'on nous parle d'une contre-offensive. On voit le résultat catastrophique. Des milliers de morts pour rien. Un balayage littéral, et on a les images. Moi, je travaille pour RT, donc je vois pas mal d'images qui nous filent. Des images de chars détruits, de bombardements du ciel, de tirs aux pigeons, littéralement, avec une force terrestre qui n'a pas l'appui aérien, donc déjà c'est un suicide littéralement. On n'envoie jamais ces hommes au combat sans couverture aérienne et sans couverture par les missiles. Je prends un exemple très concret qui va vous parler. En la guerre de 73 du Kippour, lorsque l'Égypte attaque Israël, la couverture aérienne se fait par les missiles SAM-7 russes. Ces missiles garantissent que les soldats au sol ne soient pas abattus, ne soient pas tués par des avions et les tanks. Donc jusqu'à la ligne Bar-Lev, eh bien ils ne sont pas touchés. Puis une fois qu'ils dépassent la ligne, ils sont exterminés par l'aviation israélienne parce que précisément il n'y a plus de couverture aérienne. Là, les Ukrainiens, ils y vont quasiment vraiment la fleur au fusil puis le rêve dans la tête. Ils y vont au suicide. Donc ça donne une petite idée. Et il se trouve que c'est actuellement, on est sur un mouvement de troupes qui est actuel, qui est catastrophique. Ils ont une panique à bord. Ils se rendent compte que les Russes ont su compenser leur faiblesse en termes numériques, mais aussi en termes électroniques, puisque leur drone se casse la figure systématiquement. Ils n'atteignent aucun objectif. Mais on continue à faire croire que les Ukrainiens ont une stratégie qui serait plus ou moins cachée, étudiée avec des tests soi-disant de résistance, alors que quand on fait une offensive, comme son nom l'indique, une offensive, c'est pour taper très fort et pas pour reculer. Donc ça, ce sont des réalités. Et à côté de ça, on a un Prigojine qui me rappelle par certains abords deux personnages. Le premier, c'est quelqu'un qui tapait sa chaussure sur la table, très connu, très célèbre, qu'on a vu à l'ONU, qui était effectivement un mec que j'aimais beaucoup parce qu'il était, moi, il me faisait marrer, mais c'était un homme du peuple, qui est pour partie ukrainien, qui était donc Khrouchtchev. Donc Nikita Khrouchtchev, souvent, était fort en gueule, c'est vraiment un homme du peuple, grande gueule, qui tapait, qui s'énervait, qui faisait monter la sauce et qui en même temps était très intelligent, on l'a pas perdu de vue, et qui a obtenu des résultats assez incroyables par rapport à la guerre froide. Donc Khrouchtchev, c'était quelqu'un qui a été par la suite écarté, mais qui était aimé. Parce qu'effectivement, il a essayé de bouger un peu les lignes, et c'est lui qui était l'artisan de la désalinisation. Ça, c'est le premier abord. Et puis l'autre abord, là, je vais m'amuser un peu parce que comme j'entends, je regarde en ce moment pour rigoler LCI depuis 5-6 jours, rien pour rigoler parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut entendre sur LCI. D'une propagande, mais de bas étage. Ils devraient prendre des cours chez Goebbels. Ils disent tout et n'importe quoi. Ils sont tous d'accord entre eux. Il n'y a pas de contradicteur. Ils vous transforment une défaite en victoire. Ils vous transforment une raclée en stratégie. Enfin, je suis vraiment impressionné. Ils vous expliquent que les Ukrainiens avaient une aviation, puis maintenant ils n'en ont plus du jour au lendemain. Que les Russes n'ont pas d'aviation, pas de missiles, alors qu'ils continuent à arroser copieusement. Et ils vous expliquent que soi-disant, Poutine serait, il a le cancer de je ne sais pas quelle maladie, d'ici là où il ça fait à peu près 1 an et demi que ça dure. Que les Russes n'ont plus d'armes, mais qu'ils fabriquent de nouvelles armes, mais maintenant ils sont en flux tendu. Bref, et que, évidemment, la Russie est en difficulté économique, alors que, aujourd'hui, on a appris que le chômage russe n'existe plus. Ils sont un taux incompressible. Donc,
on entend tout et n'importe quoi. Si vous voulez vraiment vous amuser, regardez cette chaîne. Vraiment, c'est quand même très impressionnant de voir le niveau de débilité des pseudo-analystes. Je parle même pas des généraux à la retraite dont la stratégie militaire, c'est juste de jouer au dada sur un damier peut-être, je sais pas, c'est très difficile à comprendre. Quoi qu'il en coûte, on arrive donc à n'importe quoi. Et de l'autre côté, on a des Russes qui réfléchissent, qui ont été un peu légers sur la première offensive quand ils ont attaqué l'Ukraine parce qu'ils espéraient un coup d'État, ils espéraient qu'il y ait un coup de force des militaires ukrainiens pour se débarrasser de Zelensky. Ça n'est pas arrivé. Donc ils ont envoyé à peu près 100 000 hommes. On n'attaque pas un pays avec 100 000 hommes, on sait très bien. En revanche, ils ont obtenu quand même des gains territoriaux à peu près 20% considérables. Ce qui veut dire que déjà, la position qu'ils occupaient est une position de fait de victoire qui a été renforcée par 500 000 hommes. Aujourd'hui, c'est sur une position très défensive et très forte qui est tenue par les Russes et qui n'a pas bougé, on l'a compris. Et on a un Prigojine qui fait partie de ces éléments actifs avec son organisation Wagner. Et là, je vais donner l'autre comparaison fantaisiste puisque sur LCI, on fait que les comparaisons ridicules avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, allons sur la Seconde Guerre mondiale. Bah, on a Hitler qui aime beaucoup Wagner et qui avait un Himmler qui était un peu le petit excité de Permis, qui avait sa petite milice aussi qui était la SS. Eh bien, on a un Poutine qui aimait beaucoup Wagner aussi apparemment, mais le groupe militaire pour le coup, et qui a un homme Prigojine qui en fait beaucoup aussi. Mais lui, il n'a pas le racisme dans la tête, contrairement à Himmler. Donc ça, c'est juste, bon, la comparaison s'arrête là, mais en vérité, c'est un binôme qui fonctionne parfaitement, qui a su parfaitement enfumer les gens. Alors, je ne sais pas s'il y aura des nettoyages au niveau de l'administration, les hauts fonctionnaires, ça, je suis pas certain de ça, je ne crois pas que ce soit là le problème. Je pense que Prigojine, fort en gueule, veut plus de moyens pour obtenir des résultats plus rapidement. Je pense que Poutine veut rester sur une défensive pour liquider l'armée ukrainienne qui avancerait. Elle peut avancer aujourd'hui, j'y crois pas trop. Et je pense que l'un n'a pas le même agenda que l'autre et que l'un est ambitieux. Évidemment, Prigojine est quelqu'un de très ambitieux, on a bien compris. Donc il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de stratégie, il y a des problèmes de mésentente avec l'état-major russe. On voit bien que Shoigu est souvent cité comme étant un incapable de la part de Prigojine, mais on a oublié une chose, que ce soit de la part de Poutine ou de Prigojine, il n'y a jamais eu d'invective de l'un par rapport à l'autre, jamais. On parle de traître, c'est très nébuleux, mais c'est pas Poutine ou Prigojine qui s'investissent, ça n'est jamais arrivé. Et dans les médias occidentaux, on a l'impression que c'est le cas, mais c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, je pense que ce coup de force, qui était un coup de force, un coup d'épée dans l'eau, c'est une forme de rébellion. Il a dit d'ailleurs, c'est pas une marche pour prendre le pouvoir, mais simplement pour dire un retour à la justice, parce qu'il se sent dans une position d'injustice, sachant que c'est lui qui est le fer de lance de l'armée russe. Eh bien, c'est une façon de dire aux Russes, faites attention à nous, parce que nous avons fait beaucoup pour vous. Faites attention à ce qui est fait en Afrique, parce qu'on a le sentiment que ça se passe pas bien en Afrique. Voilà ce qu'il explique. Et il le fait avec sa façon. Alors, Prigojine, c'est pas un philosophe. Il va de façon assez virulente. On voit bien que c'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle quand il montre des morts, par exemple, pour dire on a des morts chez nous, les films. Donc, c'est un peu le personnage un peu relevé en couleur, et en même temps, face à lui, on a un Poutine qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stratège, et qui est capable de répondre à la demande. Je ne crois pas. Alors, stratégiquement, ce qui a été fait par Prigojine était un peu léger, parce que ça a rappelé, effectivement, Poutine a rappelé la trahison qui avait été faite en 1917 quand les Tsars tombent et que la Russie est obligée de signer le traité de Brest-Litovsk face aux Allemands qui n'avaient pas forcément gagné les guerres, mais qui sont plus vainqueurs. Parce que les Russes se sont implosés. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le sentiment qui a été donné, c'est une forme de pas de trahison, mais plutôt de rébellion ou de, comme dirait De Gaulle, de chienlit, dans une Russie qui est en guerre et dans laquelle ce genre de mouvement ne doit pas arriver. Et en même temps, est-ce que ça sert les intérêts des Russes? On le saura dans pas longtemps. Je pense qu'il y aura des mouvements dans pas longtemps. Il va y avoir des lignes qui vont bouger et je m'attends effectivement à ce qu'on soit assez surpris de la suite à donner. Parce que je crois, et je suis certain de cela, c'est que M. Poutine est un joueur d'échecs. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Qu'il avance ses pions, qu'il avance ses pièces, qu'il sait être stratège et qu'il lit à 10 coups d'avance. Quand de l'autre côté, on a un Zelensky qui nous explique qu'il va gagner la guerre et que les avions américains arrivent en 2024. Je vais vous dire un peu la blague. Donc ça pour vous dire que réellement, je pense que c'est un coup qui a été fait, à la fois pour tirer une sonnette d'alarme de la part de Prigojine, à la fois pour montrer aux Ukrainiens que les Russes sont c'est un peu la pagaille, ce n'est pas le cas, et surtout, et c'est le plus important, de rappeler que, in fine, aujourd'hui, on s'arrête à ce jour-là, on a vu la panique dans le camp occidental. C'est-à-dire qu'ils sont dit, si Prigojine prenait le pouvoir, là, les scénarios ont commencé à se développer. Si ce gars-là prend le pouvoir alors que c'est un nerveux, face à un Poutine qui est beaucoup plus calme, ce sera la catastrophe. Parce que Prigojine, c'est pas un diplomate. C'est quelqu'un qui a des objectifs précis qui veut les atteindre. Donc là, j'ai vu une panique. Au début, ils étaient un peu contents de voir la pagaille, puis après, ils ont commencé à réfléchir. Les Chinois étaient mécontents, les Américains aussi, les Français ne disaient pas un mot, à part leurs médias ridicules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se sont dit, attends, à tout prendre, mieux vaut un Poutine qu'un Prigojine. Et pour reprendre ma fantaisiste comparaison tout à l'heure avec la Seconde Guerre mondiale que tout le monde utilise à tort et à travers, alors que ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans le même paradigme, je dirais que si Hitler avait été tué en 1944, ça aurait été beaucoup plus grave pour les Occidentaux parce qu'il y avait Himmler en face d'eux qui était un cinglé. Voilà.
Donc vraiment pour comparer, ça s'arrête là parce qu'il n'y a aucune comparaison idéologique. Hein. Pour vous dire que réellement, aujourd'hui, on est dans une posture où je pense vraiment et sincèrement, d'ailleurs depuis ce matin hier, depuis quelques jours, chaque fois que Prigojine fait une sortie, je dis que c'est des esbroufs. Là aujourd'hui, cette esbrouf, elle était loin parce qu'il a apporté ses forces à quelques kilomètres du Kremlin, mais on sait très bien qu'il n'a aucune chance de prendre la capitale parce que en face c'est quand même 1 million d'hommes. Mais c'est vrai, et puis il n'y a pas d'aviation, ça a été rappelé tout à l'heure par Adrien, là-dessus il a raison, je le rejoins, même si je suis pas forcément d'accord sur la finalité, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui on a une Russie qui a resserré les rangs derrière Poutine. Les sondages qui sont d'un groupe d'ailleurs indépendant, 82% de Russes favorables à Poutine, ce qui veut dire que là-dessus le chef de guerre est reconnu et largement consacré, et que parallèlement à ça, la Russie, et je le répète et je dirai pour finir mon propos, excusez-moi je suis un peu long, parce que malheureusement je vais devoir partir, la Russie a mis une raclée monumentale dès le premier jour, pas maintenant, dès le premier jour à l'Ukraine. Plus d'aviation, plus de moyens offensifs, il leur reste plus que des drones ridicules qui vont nulle part d'ailleurs. Et maintenant, les Ukrainiens ont tenté une offensive parce qu'ils pensaient aux armes miracles. Hein. On a l'impression de voir la Seconde Guerre mondiale pour le coup les Wunderwaffen, les armes soi-disant miracles allemandes, en envoyant des chars, des Panzers pour le coup, Léopard ou anglais ou je ne sais, enfin toute cette ferraille qui devant l'avion de combat, il n'y a pas. Ils ont envoyé ça n'a rien donné. Ils ont déçu le bloc occidental, clairement. On voit bien que vraiment, ils sont vraiment dépités de voir que ça n'a pas marché. Et là, ça commence à réfléchir en sous-jacent. Les Américains sont beaucoup moins intéressés par cette guerre. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Les Occidentaux, les Européens font semblant de soutenir, mais on sent bien qu'il y a un flottement parce qu'il y a quand même des déceptions. Et la table de négociation va bientôt s'ouvrir, je le pense, je l'espère, parce que cette guerre, de toute façon, est bloquée. C'est ce qu'on appelle un conflit figé. Les frontières sont déjà établies à partir du Dniepr, enfin du fleuve qui sépare les deux parties de l'Est et de l'Ouest. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend bien compte que là aussi, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, est solide sur ses positions et que même ce coup de force d'aujourd'hui, qui pour moi est des groupes, ne changera absolument rien à la donne, si ce n'est peut-être de faire croire aux Ukrainiens qu'ils ont encore une petite chance de faire quelque chose. Mais réellement, il faut être très clair sur un point, et moi je suis catégorique là-dessus. Je ne crois pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. C'est très babouchka, finalement, beaucoup d'excitation. Mais dans les faits, je le rappelle la dernière fois, Prigojine n'a jamais remis en question le pouvoir de Poutine. Bien au contraire, il a eu tendance à lui dire non, il se trompe. C'est stratégie. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit on veut pas de Poutine, on va remettre c'est pas du tout son propos. Et il ne peut pas prendre le pouvoir parce qu'il faut quand même être un peu réaliste. À 25 000 hommes face à 1 million d'hommes, c'est pas possible. Et puis effectivement, parce que les Russes sont coutumiers de ce genre de manœuvre. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Et ils l'ont fait à Bakhmout, ils l'ont fait sur d'autres positions. Ils feignent la faiblesse pour taper très fort. Donc là, je pense que c'est plutôt ça à quoi on a assisté. Et puis surtout de voir le vent de panique quand ils ont commencé à dire Prigojine qui prend le pouvoir, ça va être chaud. Donc là, ça calme un petit peu les ardeurs des Occidentaux. Je pense qu'il va y avoir une négociation. Parce que entre nous, il faut être très clair. Hein, Prigojine, c'est quand même pas le type le plus modéré qui soit en Russie. Hein, et il a réussi quand même à aller très loin. Donc je pense que ça peut se réfléchir. Voilà. Donc je suis désolé, je peux pas rester bien longtemps avec vous parce que je suis retenu à une soirée, donc je voulais m'a demandé d'intervenir. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis je vous dis à très bientôt et puis bonsoir à tout le monde. Fabrice, au plaisir. Christelle, à très bientôt et puis merci encore une fois pour l'invitation. Merci. Merci à vous, Gama. Luc Michel, je vous retrouve rapidement et avec vous, on essaie effectivement de faire le point autour des leçons que l'on peut effectivement en tirer autour de cette journée folle, en tout cas folle du point de vue de la grosse tempête médiatique occidentale qui s'est véritablement longuement attardée sur ce fait d'actualité et quand on fait véritablement le monitoring de ces différents sites d'information à leurs médias traditionnels, on a comme on y voit une véritable envie, du moins de la transpiration de ces derniers qui souhaiteraient véritablement qu'il y ait une implosion interne à la Russie pour essayer de fragiliser cet État-là qui est justement engagé depuis bientôt 17 mois au cœur donc de cette véritable guerre civilisationnelle. Quelles sont les leçons que l'on puisse véritablement en tirer à votre niveau, Luc Michel? Tout d'abord, je vais dire quelque chose. Je ne partage pas du tout ce que je viens d'entendre. Je suis opposé à toute théorie du complot. Et ce matin, Poutine a clairement parlé de trahison. Ce qui anime Prigojine, ce n'est pas des questions militaires, ce sont des ambitions politiques et des questions matérielles. On a saisi ce matin dans les locaux de Wagner à Saint-Pétersbourg 40 milliards de roubles. 40 milliards, c'est énorme. J'ai fait toute ma carrière dans la défense de l'État russe, pas depuis 1 an, mais depuis 45 ans, et je suis aujourd'hui derrière l'État russe et derrière son président Vladimir Poutine. C'est la position de tous les patriotes russes
y compris l'opposition politique, des gens comme Rogozine ou notre camarade Gennady Zyuganov du Parti communiste de la Fédération de Russie, qui soutient Poutine. Derrière Prigozhin, il y a l'anti-Russie aujourd'hui. Les généraux et les colonels français des plateaux de télévision. Il y a Bernard-Henri Lévy qui est venu parader à Medvedev. Et Khodorkovsky, l'ex-oligarque russe, qui est aujourd'hui en exil à Londres, soutient le coup de force. Voilà la vérité. Qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui? Il n'y a que les Ukrainiens ont perdu la bataille. La contre-offensive d'été qui est annoncée est un échec. On nous montre des cartes sur les plateaux de télévision français avec de grandes zones en bleu de reconquête par les Ukrainiens, alors qu'il s'agit de 6 villages et de moins de 100 km². C'est ridicule. Donc les médias de l'OTAN sont ravis de pouvoir annoncer que la Russie implose. Ce n'est pas ce qui se passera. Maintenant, dernière chose à dire évidemment, comme on l'a dit, c'est que derrière Poutine, il y a notamment la garde nationale qui est d'objet d'1 million d'hommes. Et ce n'est pas avec ça que les 20 000 hommes, pour autant qu'ils soient 20 000 hommes de Wagner, vont faire un coup d'État. C'est un seul coup qui est porté à la Russie. Comme Poutine, je pense qu'il s'agit d'une trahison inacceptable. On peut dire certaines choses, mais on ne doit pas faire de tels actes. Être un peu plus complet avec vous autour de votre réaction, et vous semblez effectivement prêter des idées politiques, des visées politiques, pardon, au patron du groupe paramilitaire Wagner. Pourtant, on l'a suivi tout à l'heure avec Adrien Bocquet qui nous faisait des précisions, notamment sur le retrait de ses troupes auprès de Rostov. Il serait donc revenu ou alors rentré sur les théâtres de combat, notamment à Bakhmout. Est-ce que ce n'était pas véritablement des revendications pour lui permettre, du moins avec ces éléments, d'être beaucoup plus opérationnel sur le front des combats? Écoutez, j'ai tout à fait d'autres informations. Et Prigozhin s'est retiré parce que d'une part, Kadyrov a déployé cette troupe à Rostov même. D'autre part, parce que le président du Bélarus, Loukachenko, est intervenu pour ramener Prigozhin à la raison. On sait bien qu'on ne prend pas le pouvoir en Russie avec 20 000 hommes aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui parce que ce n'était pas en 1910. Dès lors, évidemment, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une crise interne. Il y a des conflits entre Prigozhin, le général. Ah, des soucis de liaison avec Luc Michel qui nous apportait un certain nombre de précisions autour de la démarche Evgeny Prigozhin. Fabrice, on va reprendre effectivement cet extrait du discours de Vladimir Poutine pour essayer de mieux appréhender davantage les contours de cette marche dite de la justice initiée il y a quelques heures par le responsable du groupe paramilitaire russe Wagner. Prenons cet élément. Обращаюсь к гражданам России. Je m'adresse aux citoyens russes, au personnel des forces armées, des forces de maintien de l'ordre et des services spéciaux, aux combattants et aux commandants qui sont en train de se battre à leur poste de combat et de repousser les attaques de l'ennemi, et qui le font héroïquement. Je le sais. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire, économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous. Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance, pour le droit d'être et rester la Russie, un État qui compte 1000 ans d'histoire. Cette bataille, dans laquelle se joue le sort de notre peuple, exige l'union de toutes les forces,
unité, cohésion et esprit de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit est à rejeter. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est pour cette raison que les actions qui divisent notre unité sont, par essence, un reniement de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. C'est exactement le coup qui a été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays se battait dans la Première Guerre mondiale, mais que la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, la politicaillerie dans le dos de l'armée et du peuple se sont soldées par un bouleversement extrême, par la destruction de l'armée et la désintégration de l'État, par la perte de vastes territoires. Le résultat fut la tragédie de la guerre civile. Des Russes ont tué des Russes, des frères ont tué leurs frères, et les intérêts lucratifs ont été récoltés par toutes sortes d'aventuriers politiques et de forces étrangères qui divisaient le pays et le déchiraient. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous avons été confrontés, c'est précisément à une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts particuliers ont conduit à la trahison de leur pays, de leur peuple, et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient et mouraient aux côtés de nos autres unités. Les héros qui ont libéré Soledar et Artyomovsk, les villes et villages du Donbass, qui ont combattu et donné leur vie pour la nouvelle Russie, pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire ont également été trahis par ceux qui tentent d'organiser une rébellion, poussant le pays vers l'anarchie et le meurtre fratricide. Voilà, de retour donc sur ce plateau avec vous, Fabrice Boa. Je vous retrouve rapidement. Et, effectivement, nous tentons d'évoquer la gestion du cas Evgeny Prigojine au sein donc effectivement de l'état-major russe. On l'a vu et on l'a remarqué plus d'une fois, effectivement, des voix de discorde, notamment entre le patron du groupe paramilitaire russe et le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Oui, on a une espèce d'accalmie, mais à quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Parce que il y a d'ailleurs de fortes accusations portées par Evgeny Prigojine contre effectivement le chef d'état-major russe qui, selon lui, aurait bombardé un certain nombre de positions stratégiques sur le terrain de ses hommes. Information jusqu'ici inconfirmée ou alors démentie par le ministre de la Défense. Pourtant, les deux entités sont vouées à une véritable cohabitation si longtemps que les intérêts de la Russie sont menacés sur les différents théâtres d'opération. Alors, à quel scénario, quels sont donc effectivement les scénarios qui se proposeraient finalement à nous et certainement à eux dans les jours à venir, au moment où le président Vladimir Poutine annonce effectivement une véritable purge pour essayer de rétablir ce qu'il qualifie selon lui comme étant une véritable trahison, que ce soit au sein de l'état-major russe, mais aussi au sein de la classe politique locale? D'un point de vue de la classe politique locale, il n'y a personne qui a soutenu Prigojine. Dans les politiques et même les partis d'opposition, il n'y a personne qui a soutenu Prigojine. Donc si tant est qu'il eût voulu mener un coup d'État, il avait déjà perdu dès le début, puisqu'il avait le soutien de personne, d'aucun militaire d'ailleurs aussi. Et encore moins des responsables politico-militaires des nouveaux territoires du Donbass et du sud aujourd'hui, du sud-ouest de la Russie, à savoir Kherson et Zaporozhye. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut simplement s'en tenir à l'heure d'aujourd'hui à la déclaration de Peskov, qui est le secrétaire donc de Vladimir Poutine, porte-parole du Kremlin, comme on dit, et qui a précisé que les soldats donc de Wagner qui n'avaient pas suivi cette épopée se séparaient. Wagner est donc coupé. Que ceux qui restent, on ne sait pas encore effectivement. On leur a dit qu'ils retournent actuellement dans leur regroupement. Quels sont
ils ont indiqué qu'ils seraient pris en compte leur courage sur le terrain. Ça veut dire que ils auront certainement une amnistie, mais certainement pas un avenir grandiose au sein des forces armées russes. Et puis, pour ce qui concerne Prigozhin, c'est officiel, tout du moins, si la parole du secrétaire de Poutine ne doit pas être prise en compte, il faudrait me dire laquelle, que Prigozhin va en Biélorussie, au Bélarus. Donc, c'est-à-dire qu'il est pour l'instant, il ne sera pas poursuivi, mais il faut qu'il aille vivre au Bélarus, plus en Russie. Donc voilà la situation à l'heure actuelle, la situation officielle, celle qui a été indiquée. Et je confirme que sur Rostov, les militaires, les soldats de Wagner, ont quitté les bâtiments qu'ils occupaient. Voilà. Et donc le fait de la pression de la garde nationale du bataillon Ahmad et certainement les négociations du président Loukachenko ont ramené à la raison Monsieur Prigozhin et on essaye de préserver évidemment les soldats qui méritent plus que certainement beaucoup d'autres de par le courage et le sacrifice qu'ils ont mis sur le terrain. Il faut ça le reconnaître aux soldats de Wagner et c'est reconnu par le secrétaire du Kremlin. Maintenant, ce qui va se passer par la suite, personne ne le sait puisque a indiqué toujours le secrétaire du Kremlin que il n'avait pas point entendu que le ministre de la Défense n'avait pas le soutien de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il reste en place, et également tous les éléments qui permettraient d'indiquer des démissions, on va dire, forcées. Alors, il y aura certainement des remaniements, puisque s'il y a une critique, quand bien même que celle-ci ait dépassé les bornes, il faut toujours l'écouter pour éviter qu'elle se répète, bien évidemment. De là à croire que c'est un plan qui a été monté de toutes pièces, c'est méconnaître la Russie et c'est méconnaître quand même le fait que mettre en question le gouvernement russe et donc le pouvoir et la parole et la confiance que l'on a dans Vladimir Poutine, ce serait quelque chose de bien trop dangereux pour voir les réactions de quelques médias occidentaux, allons-nous dire, puisque je vous avoue que depuis 2 jours, je me force, ce qui est généralement comme une habitude à 99%, mais là, je me suis forcé véritablement à ne même pas aller regarder même un titre de la presse occidentale du seul fait que je n'avais pas envie de participer à cette orgie d'onanisme russophobe qui aujourd'hui et qui demain sera ridiculisé par une seule chose, c'est que de nouveaux avions et bombardiers ont décollé et vont encore ce soir tirer leurs missiles en direction de l'armée ukrainienne. Donc le combat continue. C'est une affaire qui est, je pense, aujourd'hui terminée. La suite, nous la découvrirons de par les différentes actions qui sont peut-être de second ordre derrière le rideau. Mais rappelons, à Rostov, les soldats de Wagner rentrent dans leur campement. La colonne qui était en direction de Moscou revient dans leur campement. Ceux qui n'ont pas suivi Prigozhin vont être intégrés en signant des contrats dans l'armée russe. Prigozhin va aller au Bélarus puisqu'il n'est plus bienvenu, allons-nous dire, en Russie à l'heure d'aujourd'hui. Voilà quelle est la situation, voilà quelle est la situation officielle, voilà quels sont les faits. Et remercions Monsieur le président Loukachenko d'avoir œuvré pour éviter que le sang ne se verse d'une manière inutile, puisque, comme l'a rappelé Luc Michel, la garde nationale a été créée spécifiquement pour ce genre de situation, puisque Poutine a bien dit dans ses différents discours, et je le rappellerai, que la Russie n'a jamais été défaite de l'extérieur, mais toujours par l'intérieur. Et dans une vidéo que j'ai diffusée et qu'on a traduite dans une interview sur Russosphère, donc le canal Telegram Russosphère, on a indiqué Poutine dans un interview avec un journaliste où il disait, le journaliste lui posait la question, mais est-ce que vous savez pardonner? Il répondait oui, mais pas tout. Le journaliste lui précise, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas? Et il a répondu, la trahison. Voilà, tout est dit.
petite précision peut-être avant de retrouver Christian Néan. Vous le dites si bien, Evgeny Prigojine qui sera donc, qui n'est plus le bienvenu du côté de la Russie, mais surtout qui devra désormais résider du côté de la Biélorussie. Alors est-ce que finalement la cohabitation entre l'armée russe, mais surtout le groupe paramilitaire Wagner sur le théâtre, du moins sur l'opération militaire spéciale, va finalement s'arrêter, vu que les deux entités semblent désormais se regarder, vous le dites, en chaîne de faïence? Ceux qui n'ont pas suivi Prigozhin, qui semble-t-il est les 2/3 ou les 3/4 donc des soldats, vont être intégrés au sein de l'armée russe. Donc ils ne dépendent plus du commandement de Wagner. Que va-t-il rester justement des gens qui ont participé à cette tentative de coup de force? Ça, nous ne savons pas. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ne seront pas poursuivis, certainement. Mais d'un point de vue fonctionnel, est-ce qu'ils vont encore combattre sur le terrain? Combien de temps? Comment? Tout ça, c'est une grande question. En tout cas, je pense qu'ils ne seront plus sous commandement de Prigozhin, puisqu'il ne sera plus sur le terrain en Russie, du seul fait qu'il va passer quelque temps, après, on ne sait pas ce qui va être le futur, mais quelque temps en Bélarus pour le temps de remettre de l'ordre dans tout cela. Si les Ukrainiens, les pro-ukrainiens et l'OTAN comptaient sur une déstabilisation militaire, c'est raté. Je dirais même que c'est plus que raté, puisque c'est au contraire une intégration encore plus renforcée qui va se produire entre les différentes composantes de l'armée russe. Je pense que c'est tout au contraire. Je dirais même une bonne nouvelle, puisque aujourd'hui les gens sont soudés autour de son président, encore plus. Il n'y avait pas une peur, les Russes n'avaient pas peur en réalité au quotidien. C'était encore quelque chose qui se passe. Réglons ça vite et bien, quoi. C'était juste ça ce que demandaient les Russes en général. Si la panique il devait y avoir, c'est plutôt du côté de l'Ouest, car comme je l'ai déjà dit, Poutine est en réalité un élément d'équilibre, quelqu'un de bien sage et plein de bon sens, et non pas ce qu'on appelle un turbo-patriote qui voudrait tout détruire sur son passage, en oubliant que les gens qui sont en face, ce sont des Russes également. Donc, tout se termine pour l'instant correctement. Que va-t-il devenir de ceux qui ont participé de cette tentative de coup, d'aventure? Il n'y aura pas de poursuite judiciaire, ça a été indiqué par le porte-parole du Kremlin. Leur intégration ou leur retour au sein des unités de combat, ça c'est la grande question qui se pose, mais je le rappelle et je termine là-dessus. Des soldats de Wagner n'ont pas participé à cela et vont directement intégrer aujourd'hui les forces russes sous commandement du ministère de la Défense. Fabrice, Christelle, je vous retrouve à la suite de l'analyse portée par Fabrice. Certaines puges au sein donc du commandement Wagner, mais quand on s'appelle Wagner et que l'on soit assez impliqué sur les différents fronts de combat, comme on l'a vu notamment sur l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine, les groupes de Wagner qui étaient d'ailleurs aux avant-postes pour mener véritablement cette offensive. Est-ce que l'on peut véritablement s'attendre à ce que l'affaire soit aussi facilement gérée comme cela de la part du président Vladimir Poutine? Je pense que facilement. Ça a quand même été réglé assez rapidement, hormis les pilotes de l'avion et des hélicoptères qui ont été abattus. Il n'y a pas eu d'énormes bains de sang. Enfin, je veux dire, on n'a pas vu de bataille au beau milieu de Rostov. Je pense que effectivement, ça va se régler de manière assez simple au final. Tous ceux des membres de Wagner qui ont refusé de suivre tout ça ont montré en fait une loyauté indéfectible au commandement russe et au haut commandant qui est Vladimir Poutine.
Donc clairement, il n'y a aucun obstacle, on va dire, à leur intégration au sein de l'armée russe, hein, puisqu'ils ont montré qu'ils avaient une loyauté indéfectible envers le commandant suprême. Pour les autres, donc ils ne seront pas poursuivis, mais je pense qu'effectivement, ils ne retourneront plus sur le théâtre des opérations, puisque eh bien, le fait qu'ils ont suivi Prigojine dans cette affaire montre clairement qu'il y a quand même un problème voilà, avec ces hommes-là et qu'on ne peut pas les intégrer au sein de l'armée russe comme ça. Donc, je pense que ça va se régler de manière assez simple. Donc, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'était quelque chose de planifié? Est-ce que Prigojine, tout simplement, a essayé un peu de forcer la main à Vladimir Poutine pour faire le ménage à certains endroits? Je pense qu'il va falloir qu'on surveille un petit peu la situation dans les jours et dans les semaines qui suivent, si effectivement on assiste à des démissions ou à des renvois ou des arrestations. Je pense que l'image deviendra un peu plus claire. Pour l'instant, l'important est que on a évité un énorme bain de sang, que la situation s'est stabilisée, qu'on a vu effectivement une loyauté massive envers Vladimir Poutine qui a été exprimée tant par les décideurs politiques du pays que par plusieurs commandants militaires importants, y compris de certaines unités de volontaires, etc., qui ont très clairement voilà, condamné ce que faisait Prigojine et ce que faisaient les gars de Wagner. Donc ça a permis quelque part ce qui s'est passé à ressouder non seulement, on va dire, le peuple, mais aussi les élites politico-militaires russes derrière le président Vladimir Poutine. Donc le pire du pire, qui aurait été une guerre civile sanglante avec bain de sang et affrontements généralisés entre l'armée russe, la garde nationale et les troupes de Wagner, a été évité. Malheureusement, il y a quand même eu des morts qui malheureusement ont des familles et à qui il va falloir expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Mais voilà, le pire a été évité et je pense qu'on aura une image beaucoup plus claire d'ici quelques jours ou semaines, une fois que tout sera décanté et que on verra les potentielles conséquences de l'accord qui a été conclu entre Loukachenko et Prigojine. Parce que clairement, je ne pense pas que Prigojine a juste négocié le fait de partir en Biélorussie et d'éviter les poursuites de ces hommes. Je pense que il a potentiellement obtenu plus affaire à suivre. Christelle, vous restez des nôtres. Effectivement, il y a eu donc plusieurs négociations sur le cas Evgeny Prigojine, qui l'affaire pénale contre ces derniers sera donc abandonnée. Il partira pour la Biélorussie, vous l'avez dit. Bien de résolutions ont d'ailleurs été prises, mais dans le fond, est-ce que cela sous-entend une mort certaine du groupe Wagner? Est-ce qu'il est appelé à disparaître dans sa forme actuelle, ou alors ce sont des conclusions hâtives que nous sommes en train de prendre, mais et ce un temps soit peu de pouvoir évaluer notamment l'avenir du groupe Wagner? Je pense qu'effectivement le groupe Wagner va cesser d'exister sous sa forme actuelle. Je pense que le noyau de ceux qui sont non intégrables au sein de l'armée russe va se reformer autour de Prigojine, donc très certainement en Biélorussie, pour continuer en fait le travail de la société militaire privée dans les autres pays, comme entre autres les pays d'Afrique, ou en Syrie, ou en Libye ou ailleurs. Je pense que ils vont certainement renommer ou ça va plus être du tout la même structure que ce que ça a été, et Wagner ne pourra clairement pas continuer d'exister sous la forme actuelle en Russie après ça. Ça c'est évident. La question de fond, Christelle, elle reste et demeure le groupe non intégrable. Que fait-on de ces derniers? Vu que le groupe intégrable, selon les informations que l'on vient de recevoir, va donc retrouver l'armée régulière, que va-t-on faire de ces cas-là? Est-ce que ça ne va pas davantage engranger des clans de frustration au sein de la Russie pour un pays qui est véritablement engagé sur plusieurs théâtres de combat, notamment sur le cas de l'opération militaire spéciale engagée du côté de l'Ukraine il y a cela bientôt 17 mois?
Comme je l'ai dit, je pense que ceux qui sont non intégrables à l'armée russe vont retourner à ce qui était la mission première de Wagner au tout début de sa création, hein, il y a quelques années, qui était effectivement, comme ça a été dit précédemment par d'autres intervenants, d'aller là où l'armée russe n'allait pas encore et d'intervenir là où l'armée russe n'intervenait pas. Donc je pense que ces personnes qui sont non intégrables vont se rassembler autour de Prigojine, très certainement donc en Biélorussie, et continuer tout simplement à travailler plutôt, je pense, sur le continent africain. Évoquer l'avenir. Luc, Michel, je vous retrouve rapidement, pardon, alors que l'on est en train de spéculer sur une mort certaine du groupe paramilitaire russe Wagner, du moins sur sa forme actuelle, avec notamment son commandement. Même s'il fallait que eh bien, ce groupe paramilitaire existe de nouveau, ce serait forcément avec un nouveau commandement. À votre avis, Luc, est-ce que ce serait facile de gérer véritablement la transition Evgeny Prigojine? Je pense que vous êtes en train de tomber dans les pièges de la propagande occidentale. En effet, le groupe Wagner n'existe pas. C'est une création de la propagande américaine en 2020 dans un livre qui s'appelle De Compagnie, qui, en réalité, il y a 11 firmes paramilitaires russes qui ne comprennent pas le groupe Wagner. Et Prigojine travaille au travers de ces firmes. Par exemple, en Centrafrique, c'est le groupe Sewa Security. Il n'y a pas de groupe Wagner. Il faut penser donc que les firmes paramilitaires extérieures vont continuer à exister. Ces firmes ont été créées par les renseignements militaires russes, le GRU. Le GRU est en train d'en reprendre le contrôle, notamment en faisant signer des contrats entre le ministère de la guerre russe et ces gens-là. Je ne crois donc pas à l'avenir de Evgeny Prigojine. Et je vais vous ajouter quelque chose. Lorsqu'on connaît le Bélarus et la puissance là-bas du contre-espionnage qui s'appelle encore le KGB, je ne crois pas que Loukachenko acceptera un État dans l'État comme le groupe de Prigojine là-bas. Prigojine a joué, il a perdu. Il a cru qu'il recueillerait des soutiens. Et par exemple, des gens qu'on disait proches de lui, comme Kadyrov, comme Rogozin, comme le général Surovikin, l'ancien commandant en chef en Ukraine, ils ont tous soutenu Vladimir Poutine. Prigojine s'est retrouvé seul. Il a donc dû négocier. Il y a que de la joie sur les plateaux de télévision de l'OTAN. À Paris, on débat par exemple pour savoir si Vladimir Poutine a perdu la France. Tout cela est dérisoire et risible. Fabrice, bon, je vous retrouve et la préoccupation, elle est certainement forte pour ces Africains qui nous suivent ce soir. Et Luc Michel est revenu pour faire véritablement la part des choses entre véritablement l'accompagnement militaire du gouvernement russe en Afrique, du moins avec plusieurs États, notamment la République centrafricaine, le Mali et certainement bien d'autres. Alors, Fabrice Bauer, est-ce que aujourd'hui les faits tels que présentés, notamment sur, est-ce que le cas du moins de l'avenir de Evgeny Prigojine va conséquemment véritablement empiéter sur la coopération entre la Russie, la coopération militaire, j'entends pas entre la Fédération de Russie et certains États africains qui ont une portée, du moins une coopération militaire très poussée? Non, parce que la différence entre les sociétés militaires privées, donc de conseil de sécurité, allons dire, russes, et qui ne sont en fait qu'une stratégie copiée sur le monde anglo-saxon, puisque c'est les anglo-saxons qui ont mis en avant ces sociétés militaires privées à partir de la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, et en particulier donc de la seconde en 2003. La différence, c'est que les sociétés anglo-saxonnes, évidemment, si elles sont là pour appliquer une politique donc appréciée essentiellement américaine, elles sont là essentiellement aussi pour faire de l'argent, et elles compensent en réalité le manque. Il y avait plus de contracteurs anglo-saxons, de compagnies anglo-saxonnes que de soldats américains en Irak, par exemple. C'est pourquoi le nombre des morts américains en Irak, semble-t-il, est si faible, parce qu'on ne compte pas en réalité ces gens-là dans les pertes.
Et la différence avec la Russie, les sociétés militaires privées, c'est que, comme l'a rappelé Luc Michel, elles ont été créées sous le patronage, à tout le moins, des services de renseignement militaires, c'est-à-dire de l'armée, c'est-à-dire du ministère de la Défense, comme avant-garde ou comme éclaireur sur des terrains pour venir en aide rapidement, immédiatement, comme en Syrie par exemple, ou pour être la première pierre comme la sécurité personnelle pour la Centrafrique, par exemple, du président Touadéra, ce qui permet après de pouvoir prendre des décisions politiques souveraines, d'avancer dans la reconquête de la souveraineté de son État, puisqu'on n'a pas peur pour sa propre sécurité. Je rappellerai que beaucoup des compagnies de sécurité jusqu'à présent en Afrique étaient occidentale. Vous comprenez donc le pourquoi de la chose. Il y avait toujours l'épée de Damoclès autour des décideurs s'ils prenaient la mauvaise décision. Donc voilà cette différence, et je pense, comme l'a indiqué Luc Michel, que cela ne va pas être détruit puisque c'est un outil parfait, qu'il est en concordance avec la politique diplomatique, la politique sécuritaire et la politique de rapprochement et d'accord entre États et de retour de la Russie en Afrique. Donc je ne vois pas de changement sur ce côté-là, au contraire, peut-être même un renforcement vu la politique et les dernières déclarations de Macron. Donc ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer sur la partie de soutien au gouvernement panafricaniste qui cherche à se sécuriser et à retrouver la souveraineté de leur État d'un point de vue sécuritaire, après d'un point de vue militaire, et qui bien évidemment aboutit après d'un point de vue économique. Tout ça est lié, on en a déjà beaucoup parlé sur Afrique Média. Donc si je devais rassurer, si tant est que c'eût été ma mission, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Cela, bien évidemment, va continuer. C'est simplement que ces sociétés militaires privées qui commençaient à devenir un État dans l'État et dirigées par des personnes qui ne savaient peut-être pas trop s'arrêter ou au narcissisme particulier, cela est terminé, et bel et bien terminé. Puisqu'on est en train de sortir rapidement de cette production, Christelle, on a donc des éléments qui vont certainement compter dans je vais dire, l'expression même de cette guerre. Et la question, je la veux toute simple, Christelle, est-ce que on est là en plein dans une véritable refondation, en tout cas, des sociétés privées militaires, principalement de la Russie, qui étaient, disons-le, sans embâche, plus ou moins dépendantes? Est-ce que ça va clairement changer la face de la guerre du côté de l'Ukraine où vous êtes actuellement? Je pense que ça va... Enfin, je pense que l'intégration d'un certain nombre de soldats de Wagner au sein de l'armée russe va peut-être permettre d'introduire une certaine flexibilité au sein de cette dernière qui lui fait un peu défaut. L'armée russe est un énorme appareil étatique qui, effectivement, comme tous les gros appareils étatiques, a de gros problèmes d'inertie et de bureaucratie. Donc peut-être que l'intégration de ces éléments va permettre de ramener cette souplesse qui faisait le succès de Wagner au sein de l'armée russe. Je pense pas que ça va fondamentalement changer la donne, puisque ce processus avait déjà été lancé après ce qui s'était passé à Kharkov et à Kherson. On a commencé à voir une évolution qui est plus lente que certains ne le voudraient, mais qui a déjà commencé. Donc, je pense que ça va pas fondamentalement changer la donne concernant le conflit en cours. Ça va juste faire en sorte que désormais toutes les unités qui seront sur le terrain seront sous un seul commandement, qui sera le commandement de l'armée russe. C'est-à-dire, ce sera fini d'avoir des unités qui dépendent de chaînes de commandement différentes. Donc ça ne peut être que bénéfique pour éviter, entre autres, les problèmes de communication, les problèmes de coordination, etc. Donc je pense pas que ça va foncièrement changer la donne, je pense que ça va permettre simplement de poursuivre l'amélioration de l'armée russe qui a déjà commencé depuis plusieurs mois et qui, je pense, va se poursuivre pendant encore un petit moment. Merci à vous, Christelle, Nia, Fabrice. Vous également, on va vous écouter. Est-ce que, oui, il y a un certain nombre de revendications qui étaient effectivement
fondée portée par Evgeny Prigojine. Il évoquait notamment cette lourde bureaucratie militaire qui ne donnait pas une certaine flexibilité sur le terrain, mais surtout ne permettait pas de concrétiser, on va le dire, les actions militaires sur le terrain. Est-ce que en l'état actuel, il y aura peut-être une véritable refondation, je dirais pas, peut-être c'est un peu trop grand de le dire, parler d'une refondation de l'armée russe, mais davantage de revoir véritablement, de coordonner effectivement les actions désormais sur le terrain pour pouvoir aller à cette davantage du moins de pouvoir, bien entendu, phagocyter l'ennemi sur le terrain, mais l'expression me fuit un tout petit peu, mais je voudrais dire que est-ce que finalement aujourd'hui la Russie va profiter de cet espace pour essayer véritablement de pouvoir faire un nettoyage à l'interne, mais de mieux rétablir et c'est non seulement ses priorités, mais surtout son action sur le terrain pour véritablement essayer de profiter des victoires concédées, ou alors des victoires qu'elle a pu conquérir effectivement sur le terrain? J'acquiesce ce qui vient d'indiquer Christelle Néant, et je rajouterais que l'armée russe a démontré dans ces derniers mois, et en particulier ça a été validé par la dite contre-offensive ukrainienne, en particulier sur le front de Zaporozhye, donc le front sud pour nous, qu'elle avait appris de ses erreurs, elle avait appris d'un point de vue tactique, il y avait une meilleure coordination des différentes armes, qu'il y avait plus de souplesse sur le terrain, que auparavant il n'y avait aucune initiative qui était presque possible, et aujourd'hui les commandants de terrain peuvent prendre une initiative selon l'évolution des combats, et ça a été reconnu même par les experts militaires occidentaux, et je parle américains, qui sont en général les plus sérieux, puisque si on parle des experts entre guillemets de plateau de télé français, évidemment là on a affaire à une bande de guignols, mais moi qui suis pourtant anti-américain, primaire, secondaire et tertiaire, comme je l'indique, il faut reconnaître que les militaires américains sont généralement quand même un peu plus pragmatiques, et surtout ils ne se racontent pas des histoires, ils ne sont pas dans l'idéologie, à la différence de la France où tout est idéologique et on crée un monde irréel, où nous avons à ce moment-là BFM TV et le pire LCU, la chaîne ukrainienne, où vous avez un monde mais qui est déconnecté de la réalité. C'est même plus une inversion accusatoire, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est sur une autre planète. Mais ça, c'est la nouvelle chaîne. Il y avait le Comedy Club, et ben vous avez aujourd'hui le Renouveau, et c'est LCI. Donc je crois que effectivement, ça va que renforcer. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, disait notre ami Frédéric. Et donc, vous avez aujourd'hui, je pense, l'intégration de ces gens qui sont restés des patriotes, ils n'ont pas suivi l'aventure folle de Monsieur Prigozhin, qui vont être en fait un élément plutôt même positif, parce que ils auront des nouvelles pratiques qu'ils vont apporter avec eux, et je pense qu'elles seront adaptées de par ce que je vous ai indiqué, cette souplesse qui aujourd'hui existe. S'il n'y avait pas eu de souplesse sur le front de Zaporozhye, ce n'est pas l'état-major à Rostov qui vont décider si vous devez quitter une tranchée ou pas. C'est le commandant qui est sur place s'il y a une nécessité par rapport à un plan et une tactique préétablie. Donc je pense que ça ne peut aller que mieux, et surtout ça va simplement continuer à travailler comme il le faut. Les Russes ont beaucoup de défauts. Généralement, c'est le pays des extrêmes. Vous avez le tout bon ou tout meilleur. Le moyen n'existe pas en général en Russie, ou très peu. Et donc, on va plutôt vers le meilleur, et le meilleur du meilleur, puisque même certaines armes aujourd'hui arrivent cette année, en particulier des armes contre les tanks où vous tirez, vous oubliez, et qui seront très utiles contre les chars qu'ils veulent envoyer. Également des moyens de communication qui ne sont pas des Starlink, mais qui s'en rapprochent, qui permettent une meilleure communication. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent, et qui évoluent dans le bon sens, à la différence de l'Occident et de Kiev, il y a un quiproquo, c'est que en Occident et Kiev parlent de territoire, ils ont besoin de démontrer, puisqu'ils sont dans une guerre de communication. Donc peu importe les hommes, du moment qu'ils ont quelque chose à montrer, une photo devant une pancarte, même s'ils doivent l'évacuer quelques minutes après. Alors que les Russes sont dans une guerre d'attrition, c'est-à-dire que si les soldats russes doivent reculer
pour détruire l'ennemi, ils reculeront, puisque de toute façon, ils sauront qu'une fois l'ennemi détruit, ils pourront revenir. Et c'est ce qui se passe en général sur le front de Zaporozhye en particulier, sur tout le front en général. Donc oui, moi je suis confiant dans ce qui va arriver. Alors évidemment, malheureusement, on sort de Moscou. C'est du ressort de Kiev et de Washington, pas de Bruxelles. Bruxelles, l'Union européenne n'est que le pendant civil de l'OTAN et l'OTAN n'est que l'outil de contrôle politico-militaire de l'impérialisme américain sur l'Europe qui est occupée depuis 1945. Voilà quelle est la vérité. Donc j'ai confiance dans l'armée russe, ses capacités d'adaptation, puisque même si vous avez des journaux anglo-saxons, là je parle pas d'experts militaires, mais même des journaux anglo-saxons et Bloomberg, on pense que l'on veut, mais généralement c'est comme une production assez sérieuse et assez, on va dire, potable, on peut croire ce qui est indiqué. En tout cas, les analyses l'ont démontré. Ils regardent les faits, ils ne s'inventent pas des faits pour que ça colle à leur idéologie ou tout du moins à leur vision qu'ils voudraient avoir de la réalité. Même donc Bloomberg reconnaît que l'armée russe d'aujourd'hui n'est pas l'armée russe de février 2022. Donc il faut arrêter de regarder les merdias de l'OTAN. C'est vraiment un autre monde à part, en particulier les médias européens. Vous avez plus de vérité dans les médias, je dirais américains, pas anglais, puisqu'ils sont au même niveau européen dans la russophobie de base au bas QI. Donc, il faut simplement écouter les gens qui sont sur le terrain, comme Don't Buy Insider. Vous pouvez lire les articles ou suivre également sur Telegram la chaîne Russosphère que j'anime avec des amis, en particulier Alexandre et Anthony, que je tiens à féliciter ici, que nous tenons depuis le début et tous les jours sans interruption. C'est là où vous avez des informations, c'est là où vous pouvez avoir le vrai pot, puisque nous ne parlons pas sur des plateaux depuis la France, nous parlons depuis le pays que nous habitons. Fabrice Boa, Luc Michel, que doit-on en retenir finalement? Bien que l'affaire de Prigojine, c'est une péripétie qui va occuper l'actualité pendant 48 heures. Le grand fait du moment, c'est l'échec de l'offensive d'été de l'Ukraine. Ça aura des conséquences. D'une part, c'est que l'OTAN avait besoin de victoire ukrainienne pour continuer à la soutenir. La seconde chose, c'est que la 4e armée, parce que c'est la 3e armée de l'Ukraine, qui a été constituée, qui est en train d'être détruite, et qui n'ont pas les moyens d'en constituer une 4e. C'est cela qu'il faut retenir. Un grand journal comme Le Temps à Genève, dans une Suisse qui a basculé du côté de l'OTAN, a reconnu hier matin que l'Ukraine avait perdu l'offensive d'été et que les Russes étaient en train de la gagner. C'est cela qu'il faut retenir. Une armée russe renforcée, un leadership de Poutine complet et absolu. C'est cela qui sort de ces 48 heures de péripéties, de ces 48 heures que les ambitions de certains ont suscité. Merci infiniment à vous, Luc Michel, Fabrice Bauer, Gamal Labina, Christelle Nia. Je rappelle, vous êtes journaliste d'investigation et fondatrice du Donbass Insider. Fabrice Bauer, correspondant international Afrique Média depuis Moscou. Merci à vous, très cher monsieur, pour vos contributions dans le cadre de la production de cette édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média Télévision. On vous reviendra dès que possible pour des éléments supplémentaires. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis en rang serré. Stop et fin de Géopolitique internationale. À très bientôt. Bonsoir. Merci à vous. Bonne soirée à tous.